Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lol pour l'index review de l'Adeptus Mechanicus. Beaucoup de choses à dire sur cette armée, puisque je rappelle qu'en V9, en tout cas, c'était une des armées les plus complexes à jouer. C'est même à partir de ce codex-là que le jeu avait pris un tournant, le tournant de la complexité, puisque énormément de règles différentes qui venaient s'ajouter les unes avec les autres. C'était aussi le début d'un problème d'équilibrage au sein de Warhammer 40 000 dans cette édition-là. La Game Workshop a tout simplifié, peut-être un petit peu trop, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, au détriment de l'ADN de l'armée, puisque vous allez voir qu'en termes de scoring et on va dire d'échelle de puissance, bon, ça fait pas partie des meilleures armées, mais ça reste jouable un petit peu comme la sœur de bataille, sauf que justement, même si on va pouvoir gagner des parties, parce que globalement on va être capable de jouer les primaires, potentiellement les secondaires et ainsi de suite, c'est une armée qui va bien s'adapter au tirage de cartes par exemple, ou à la mobilité qui va être exigée par cette édition. Le problème, c'est que justement, est-ce qu'on va pas manquer un petit peu de saveur? Oui, on va manquer de saveur et surtout tu as parlé de complexité. En fait, c'est une armée qui déjà en V9 était très complexe, avec ses multi-couches de buff, et qui d'ailleurs a subi plusieurs nerfs pour la rendre un peu plus équilibrée. Mais comme la complexité était très dure à équilibrer, le nerf a été terrible sur la fin de V9. Et là, on sent que Games a voulu corriger l'erreur dès le début, mais je pense qu'ils l'ont trop fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la complexité, on va voir la notion de leader qui apporte ce petit buff-là, ce petit buff-là, ce petit buff-là. Mais l'armée et l'index intrinsèque va avoir du mal à être sauvé, on va pouvoir jouer, on va pouvoir se faire plaisir, mais au niveau alignement des astres, ça va être un peu dur. Voilà, on va pas se le cacher, je pense qu'en compétitif, ça va être dur. En amical, vous allez pouvoir prendre du plaisir. Il y a quelques unités qui sont un peu au-dessus, mais la complexité de buff, de stabilité, de destruction, de stabilité, de résistance, il faut vraiment aller la chercher, l'amener, l'aligner et serrer les fesses. Voilà. Pour illustrer tout ça, on va parler des règles. On va parler d'abord des règles d'armée. Ici, on va parler d'impératifs doctrinaires. Au début de chaque round de bataille, vous allez choisir parmi deux doctrines. La première, c'est l'impératif protector. Toutes les armes de tir de vos figurines vont avoir lourd. Donc, si on reste immobile, on va avoir plus 1 pour toucher. Quand même pas l'ignorer. Et en plus de ça, si jamais on nous tire dessus et que nous-mêmes sommes dans notre zone de déploiement, alors on va déprécier de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes. Autre doctrine qu'on va pouvoir adopter, c'est l'impératif conquérante, qui est que là, les armes de tir vont passer assaut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des advances et quand même pouvoir tirer normalement. Et là, si jamais nous ciblons une unité qui est dans la zone de déploiement adverse, alors on va améliorer de 1 la pénétration d'armure. La notion qui est importante, c'est pas où complètement dans la zone. C'est-à-dire que même une figurine qui touche d'unité, que ce soit la nôtre ou l'adversaire, va faire qu'on va les considérer dans la zone ou qu'on va être considéré dans notre zone. C'est pas mal, on est un peu dans la même logique, on a simplifié les impératifs doctrinaires qu'on connaissait, spécifiques Skitari, dans la version précédente. Après, j'ai un point d'interrogation, c'est qu'on sait dans cette version que la partie où vont jouer les points, c'est le No Man's Land. Donc en dehors des zones de déploiement, parce que les objectifs qui rapportent un maximum de points sont soit chez l'adversaire, soit au centre de table. Exactement. Donc, comment ils vont comboter et comment on va pouvoir vraiment les mettre en application. On va voir qu'on a la possibilité avec soit un Skitari Marshall, soit avec un stratagème d'inverser certaines doctrines pour essayer de les optimiser au meilleur moment. On commence à visualiser la logique d'alignement des planètes. En particulier sur la PA, et la PA, la pénétration d'armure, pour agresser et fermer. Yes, puisque on le sait, avec cette 10e édition, beaucoup d'armes ont vu leur PA diminuer, et là vous le verrez, vous allez être obligé de jouer avec cette règle-là, sinon vous allez clairement manquer d'impact. Exactement, beaucoup d'armes sont revenues à des PA diminués, comme tu le disais, ce qui est un peu générique à cette version, et encore plus sur l'Adeptus Mechanicus, où il y a beaucoup d'armes qui sont passées de PA-1 à PA0, où les buffs qui nous permettaient d'augmenter la pénétration d'armure on disparu. On va ensuite parler de la règle de détachement. Ici, ça va être le bombardement radioactif. Niveau d'écriture mitigé par rapport à cette règle-là. En gros, au premier round de bataille, vous allez pouvoir, sur chaque unité ennemie qui serait alors dans sa zone de déploiement, donc ça marche pas sur les unités qui vont être infiltrées, vous allez pouvoir lui proposer à votre adversaire soit de se mettre à couvert, auquel cas il doit faire un test d'ébranlement, mais ce qui au round 1, pas énormément d'impact, sauf pour l'aspect défensif, ou alors, tout simplement, vous allez lui jeter un dé et sur un 3+, infliger D3 blessures mortelles à l'unité si celle-ci ne s'est pas mise à couvert. Donc, on laisse le choix à l'adversaire. Clairement, au tour 1, avec la densité des tables actuellement, il y a des grandes chances que les unités de l'adversaire soient cachées. Donc, quelle est la probabilité qu'il ait envie de claquer des stratagèmes défensifs sur ces unités-là dans ce round-là? Donc, souvent, il va prendre le couvert, quitte à faire un test de Battle Shock. Donc, en plus, il peut très bien le réussir. Et si jamais il décide de rester droit,
Il faut un 3+, des 3 mortels pour faire quelques PV sur quelques unités. Bon, sur le papier, ça peut paraître rigolo. J'ai peur malheureusement que ça fasse un peu pouf. Yes, pour illustrer un petit peu ce que tu dis, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le tour 1, à part les grosses armées, mais qui sont assez rares, d'Alpha Strike, c'est-à-dire qu'ils vont te mettre tout dans la bouche T1, ce qui n'existe quasiment pas. Aujourd'hui, on se sert du T1 pour commencer à se positionner, attendre, on va dire, les renforts, c'est-à-dire si on est joueur numéro 2, se placer en anticipation pour faire des bulles d'interdiction à 9, mais qu'on s'en sert surtout, en fait, pour accumuler 2 points de commandement. Et donc, en fait, être sûr, monter 2, ok, on a tous les deux 3 PC, on se regarde. On y va. Là, on joue. Exactement. Là, ensuite, à partir du deuxième round de bataille, et ce jusqu'à la fin de la partie, alors on va tout simplement jeter un D6 pour chaque unité ennemie qui serait dans sa zone de déploiement, et sur un 3+, ça sera une blessure mortelle. Anecdotique, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'armées qui ont des possibilités en plus d'annuler les blessures mortelles, soit par une save, soit autre. Une blessure mortelle, donc on réfléchit à la petite unité que j'ai laissé fond de cours dans ma zone de déploiement pour garder un objectif. Je vais mettre 4 tours à tuer 2 mecs, quoi. Donc bon, voilà, c'est anecdotique, je suis pas sûr que ça finisse des packs. C'est un peu dommage, on attendait de la mec, en tout cas en règle de détachement, quelque chose de plus impactant. Voilà, c'est intéressant, mais anecdotique dans sa globalité. On va enchaîner ensuite avec les stratagèmes, et ça va nous permettre de vous parler un petit peu plus du gameplay de l'armée. Le premier stratagème, il s'appelle Halo Funeste, il vaut 1 point de commandement, on va l'utiliser à la phase de combat, au moment où une unité qui n'est pas un véhicule Adeptus Mechanicus est pris alors pour cible d'au moins une attaque. Et on va tout simplement donner à cette unité jusqu'à la fin du tour, -1 au jet de blessure. Et en fait, c'est pour ça que je faisais l'analogie tout à l'heure avec les sorts de bataille. On se rend compte finalement que les sorts de bataille gagnent des parties, c'est clairement pas la question, mais manquent un petit peu d'impact. Et aujourd'hui, ce qui va fonctionner, c'est des packs de 10 figurines, ou plus si on peut, qui coûtent pas très cher, qui sont au C2, et qu'on va mettre sur tous les objectifs. Et on va dire au gars, écoute, tire-moi dessus, tape-moi, et s'il me reste 3 figurines, je suis au C6, et donc je reprends l'objectif, en tout cas je permets pas à quasiment toutes les unités du jeu qui ne seraient pas lignes, de pouvoir le reprendre. Et donc ce stratagème va dans ce sens-là, c'est-à-dire que même un petit pack, et en gros les packs sont à partir de 100 points, 10 points par bonhomme, au C20, voilà, et je me suis au centre de table, et finalement au pire je mets 2 packs, tu décides de taper sur celui-là plus fort, ok, sur celui-là je vais mettre -1 pour être blessé. Et accroche-toi parce qu'il faut que tu me fasses mes 20 PEV, sinon tu n'auras pas l'objectif. Et c'est un petit peu dommage, parce que c'est fort comme mécanisme en soi, le fait de pouvoir tout simplement poser son cul sur les objectifs, c'est un peu vulgaire, mais de poser juste son cul sur les objectifs, et d'attendre que ça passe. Mais c'est pour ça qu'on parlait d'ADN tout à l'heure, on va gagner des parties. Mais à quel plaisir, quoi. Oui, puis encore une fois, l'alignement des astres. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer avec les stratagèmes, il va falloir jouer avec le leader qui est dans le bon pack, qui va permettre potentiellement, on va le voir, soit faire le 4+, soit le Feel No Pain ou autre. Donc voilà, on est dans l'alignement des planètes, et il suffit qu'en face, on ait une armée qui soit un peu plus agressive, ou avec un impact très fort. Et on va pas prendre beaucoup de plaisir, parce qu'en plus, on va pas pouvoir rendre l'appareil au niveau de la létalité, comme malheureusement on va le voir. Et surtout, on va jouer les points pour les points en serrant fort les fesses, quoi. Donc c'est un peu dommage, comme tu dis, au niveau de la saveur intrinsèque d'une armée qui est censée être celle qui a créé quasiment toutes les armes de Terra, enfin voilà, qui est censée être des violents, quoi, à la base. Ensuite, on va avoir le stratagème Ordre d'Extinction. Il va s'utiliser à la phase du joueur Adeptus Mechanicus de commandement. On va l'utiliser sur un technoprêtre, et on va choisir un pion objectif qui sera à 24 pouces de cette figurine, et on va jeter un dé pour chaque figurine ennemie qui est à portée de ce pion objectif. Il n'y a pas besoin de champ de vision, on va jeter un dé sur un 4+, ça sera une blessure mortelle, et surtout un test d'ébranlement. Donc, je vais quand même juste encore une fois rappeler, ça se fait à sa phase de commandement. Or, l'ébranlement d'unité ennemie, ça a 2 aspects. Ça va compter au C0, c'est-à-dire qu'il ne va pas contrôler les objectifs et il ne sera pas éligible pour utiliser un stratagème, donc théoriquement défensif, voire offensif si, par exemple, c'est un tir en état d'alerte, ok. Mais derrière, à sa phase de commandement où lui va devoir scorer, et donc indirectement, à la fin du tour, quand certains objectifs vont dire, écoute, si tu contrôles plus d'objectifs que ton adversaire, alors tu as un petit bonus, ou à la fin du round de bataille, à part si on est joueur numéro 2, auquel cas, on pourrait le rendre au C0, c'est quand même très limité en termes d'impact. Je suis pas sûr qu'on aille dépenser ces points de co qui sont devenus très rares et très chers. Je voulais vraiment expliquer le spec pour qu'on puisse comprendre à quel moment on peut aller chercher la quintessence de celui-là, quoi. Voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'auto-inclus des stratagèmes. Ensuite, un qui va s'appeler Dose Létale, qui porte bien son nom, cher, 2 PC. À votre phase de tir, on va choisir une unité Adeptus Mechanicus qui n'a pas encore été choisie pour tirer, et tant qu'elle cible une unité qui n'est pas un véhicule, alors on va avoir +1 pour blesser. Ça, c'est fort. Oui, mais cher. Mais c'est fort, c'est clair, on va voir. Mais cher. Mais fort. Mais est-ce que tu penses que c'est plus cher que ça n'est fort, ou c'est plus fort que ça n'est cher? Pareil. C'est quoi la question? Pareil.
Non, il est cher et surtout, on va le voir, oui, il peut être utile par rapport au fait qu'on a quand même beaucoup d'armes qui vont être sur des forces 4, 5, donc qui vont avoir du mal à passer certains paliers d'endurance qu'on voit de plus en plus, et en particulier sur des infanteries fortes en face. De là à ce que on aille claquer 2 CP là-dessus, c'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. Un qui par contre je trouve va être très fort et très appréciable, c'est l'impératif agresseur. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de charge, on va l'utiliser sur une unité Skitari Oui. par contre, et celle-ci va être capable de déclarer une charge à un tour où elle a avancé. On retrouve en fait ce qu'on avait connu dans les cohortes. Les cohortes, c'était les détachements spécifiques, où on allait chercher justement des cohortes pour ce stratagème-là, pour les Skitari, et on pense particulièrement aux infiltrateurs ou aux restalkers, ces unités avec les grandes pattes longilignes, qui étaient soit infiltrées, soit qui pouvaient foncer ligne droite et aller clairement faire très très mal. Petite excuse-moi précision, on ne peut utiliser ce stratagème que si on a activé l'impératif conquérant, ça veut dire qu'on transforme automatiquement toutes nos armes en assaut. Donc le fait de pouvoir quand même potentiellement avancer, tirer normalement et charger, avec des petits mecs qui ont des flingues qui saturent quand même pas mal, il y a un monde dans lequel c'est menaçant. Et pour rappel, si l'adversaire est dans sa zone de déploiement, même avec un bout de doigt de pied, on passe PA-1 supplémentaire. Donc voilà, c'est exactement, quand on parlait d'alignement des astres, c'est là. C'est-à-dire que là, on a, ok, donc, et on va pouvoir potentiellement mettre qu'une seule unité en conquérant. Conquérant, je claque le strat, ils sont là-bas, je vois qu'ils touchent, je vais faire assaut, je vais saturer, je peux potentiellement charger derrière, je vais saturer une unité, en plus j'aurai PA-1 alors que normalement j'ai PA-0. Donc voilà, je peux écrémer et de l'autre côté, je peux aller charger une autre unité. Voilà l'alignement des astres. Ce qui est un peu dommage, mais qu'il va falloir bien réfléchir, c'est que ça va coûter des PC, et on sait que les PC sont une denrée rare en V10. Donc l'alignement des astres, mais avec économie. Yes, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a quand même des moyens de récupérer des PC assez facilement en admec. Alors facilement. On a moyen. c'est un jeu de dés, hein. À la fin, il faut lancer des dés, les gars. C'est ça. Ensuite, on va avoir la retombée vengeresse qui vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de tir adverse. Une fois qu'elle a résolu ses attaques, on va pouvoir choisir une unité Adeptus Mechanicus qui a été la cible d'au moins une de celles-ci. Et on va donc pouvoir tirer sur l'unité qui nous avait justement pris pour cible. Et il est bien évidemment précisé qu'on ne pourra plus tirer à ce tour. Si par exemple, on utilise ça à la phase de tir, l'autre nous charge, on ne peut pas faire un tir en état d'alerte. Vengeance. Une fois. Non, mais c'est toujours pas mal d'avoir une... Moi, c'est ça que j'aime bien dans la V10, entre l'Overwatch qu'on peut faire, ou même la FEP. Tu fais un jeu d'interaction. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne subis pas, et tu me tires dessus, très bien, mais tu sais que cette unité-là, soit je vais commencer à claquer des strats de défensif, et s'il me reste suffisamment, tu peux prendre la foudre en opposition. Ça, je trouve ça pas mal. J'aime bien ce genre de stratagème qui oblige l'adversaire à avoir cette réflexion de séquencement, sur qui je tire, comment, pourquoi. Voilà, et j'aime bien cette logique-là. Et on va terminer, le 6e stratagème, c'est l'impératif rempart. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de tir adverse. Une fois que pareil, on a été pris pour cible, ça sera uniquement sur une unité Skitari, et celle-ci va avoir une invulnérable à 4+. Par contre, il faut que l'impératif protecteur soit actif, sous-entendu, -1 la PA si on est chez nous. Oui, et le fait que les armes deviennent lourdes. Donc ça, c'est pas mal. On commence à se rendre compte que voilà, entre celui-là et puis quelques buffs qu'on va avoir avec les leaders, on a possibilité, donc ce que tu disais, sur quelques petites unités, un peu comme l'assista, d'avoir des unités. On va mettre le mal au crâne à l'adversaire en disant quel est le niveau de ressources que tu vas devoir utiliser pour une unité qui vaut 100, 125 points pour les tuer. Avec la 4+1 vue, je suis dans le couvert, ainsi puis je peux leur mettre... c'est que le c'est ce que j'entendais de toi quand tu jouais Admec en V9. J'avais des jetons. Oui. On va pouvoir leur mettre dans le cul, on va pouvoir leur mettre Steels, donc discret avec. Ah oui, je vais les pièces. On va pouvoir leur mettre Steels avec Belisarius par exemple, qui va donner ça potentiellement en aura, en quantique d'aura. Donc voilà, on peut commencer à cumuler des buffs, qui fait que ça va commencer à être compliqué au niveau des ressources et casser un peu la stratégie ou le plan adverse. Qui est tiens, cette unité-là, elle va tirer sur celle-là, elle va la tuer. Et je peux te créer le mal de crâne. Voilà. Et ce stratagème-là est clairement dans cette logique-là. On va maintenant passer sur les améliorations. On rappelle qu'il faut les payer maintenant. Elles sont au nombre de 4. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 et vous les mettez sur des personnages qui ne sont pas des héros épiques, sous-entendu des héros nommés. On va commencer par le protocole de purge archivé qui vaut 10 points. Ça sera uniquement sur un maréchal. Et tout simplement, au début du round de bataille, on va choisir une unité Skitari qui sera 12 pouces ou moins de lui et pouvoir lui appliquer le deuxième effet justement de la doctrine impératif s'il avait pris la précédente. Exactement. On va pouvoir switcher donc une unité, ce que je disais. C'est un peu, pour souvenir, dans la V9, les maréchaux apportaient cette latitude-là. Ils permettaient en fait d'enlever le debuff d'une impérative doctrinaire. Là, ils vont pouvoir, sur une unité, switcher. Donc on l'a vu, on commence à réfléchir. Le stratagème précédent, donc d'Advance et Charge, par exemple,
Je me mets backline, je suis en mode protector, le but c'est d'être costaud, de pouvoir résister, mais j'ai une unité que je vais envoyer en missile pour aller t'embêter, aller te challenger sur un objectif près de ton camp, et ben eux, je vais les mettre en conquérant. Et donc ça va me permettre d'utiliser potentiellement l'advanced charge, ça va permettre de mettre leurs armes assaut, ça va permettre d'améliorer leur PA si tu es dans ta zone. Voilà l'alignement, la réflexion d'alignement. Et le maréchal, comme on va le voir avec les autres leaders, quand on va commencer à leur mettre quelques optimisations, va permettre ça. On est sur une complexité un peu plus profonde que d'autres codex qui va apporter sa saveur-là, avec difficulté potentiellement, mais cette saveur-là. Ensuite, on va avoir l'émanation éclipsante qui vaut 25 points sur n'importe quel personnage. Et tant que celui-ci va mener l'unité va avoir discrétion, soit -1 pour être touché. Pareil, discrétion, donc le -1 pour être touché, le couvert. On peut avoir un stratagème qui claque 4 plus 1 vue. On peut le mettre sur un personnage qui va vous donner aussi une invue ou un feel no pain. Voilà, vous commencez à avoir idem. C'est-à-dire, mon pack, je mets le bon leader avec la bonne optimisation. Potentiellement, j'ai ce stratagème-là en plus. Ça va être une épine. Ça va être une épine dans le pied de l'adversaire. Alignement des planètes. Donc un peu comme dans la version précédente où on met des buffs sur des buffs sur des buffs pour qu'une unité devienne un vrai mal de tête pour l'adversaire. J'envoie une unité de priest ou une unité de rangers. C'est pas cher. En niveau échange, trade, qu'est-ce que tu vas devoir utiliser si je commence à l'avoir? Discrétion, 4 plus 1 vue, à couvert et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir le maître annihilateur. Lui, il vaut 35 points. Par contre, tant que le porteur mène une unité, ils vont avoir à la phase de tir touche soutenue 1. On s'en souvient, là, c'était les Logi, les Magis, c'est les optimisations qu'on pouvait apporter au Prest dans la version précédente, où on avait des buffs qui étaient avec une action qu'on pouvait switcher. Et dont un qui était très fort, c'était la possibilité donc du proc sur du 6. Là, on va voir qu'on a quelques unités où le proc est très intéressant parce que c'est des tirs très forts. On pense au cataphront, on pense à d'autres. Donc si on intègre un leader, quel est l'impact que ça va pouvoir avoir sur la saturation de tir? Yes, tu veux de l'impact? On va parler de l'omni-stérilisateur, Laurent, qui va coûter 20 points. Et le porteur va avoir plus 3 attaques à ses armes de tir. Et aussi, celles-ci vont être anti-infanterie de plus et anti-monstre 4 plus. Il y a des armes de perso qui sont fortes. Et là, celui-là, il est intéressant. Tu vas stériliser la table, Laurent. Ouais, tu risques de tuer des familles sur plusieurs générations futures. On le voit, en tout cas, les optimisations, toujours dans cette logique-là, les optimisations sont assez intéressantes. Par contre, il va falloir les utiliser au bon endroit et au bon moment. Là, on est sur une optimisation qui est un peu perso unique. Est-ce que c'est celle vers laquelle on va aller? Oui, si on veut avoir un gros buffer, un gros tueur. Après, les 3 autres sont plus cumulatifs dans la logique d'alignement des planètes. On va maintenant rentrer dans le dur de l'Adeptus Mechanicus. On va commencer par, bien évidemment, Belisarius Cawl. Alors, il vaut quand même 185 points. Ouais. Maintenant, c'est un mini Primarque. Déjà, il va avoir une endurance de 8, une sauvegarde à 2, 10 points de vie, invulnérable à 4. Il va avoir la règle grand rapproché du Mechanicus qui fait que tant qu'il a 3 pouces d'unité Mechanicus, il devient alors agent solitaire. Derrière aussi, au début de chaque round de bataille, il va pouvoir appliquer les effets d'une des quantiques parmi les suivantes. Tout le monde à 6 pouces de lui va pouvoir relancer les jets de touche de 1. On verra qu'il y a d'autres occurrences pour le faire. Mais le fait est quand même que c'est fort parce que c'est en bulle. Sinon, il va pouvoir à 6 pouces de lui refaire faire tous les tests d'ébranlement et de commandement des unités. Ou alors, tout simplement, toutes les unités à 6 pouces ou moins de lui ont leur aptitude discrétion, sous-entendu -1, pour être touchées. Donc on revient sur les quantiques de l'Onimécie, qui était vraiment un buff d'armée. Là, c'est en bulle autour de lui. C'est pas mal. Je pense qu'il va être quasiment auto-include parce qu'il va apporter un effet un peu château, on va voir sur quelques unités qui tirent très fort. Lui-même tire très fort, excuse-moi, il va faire des 3 tirs de force 14, PA-4, dégâts flat 3, et au corps à corps, faut pas trop non plus y aller avec 5 scouts, parce qu'il va les manger. Oui, non, il était connu, la couleur, enfin l'escargot était connu pour être fort. Donc là, il a la particularité de l'aune opérative, enfin d'agent solitaire, s'il est en bulle, et ça va vraiment être sa logique. Après, par contre, il va falloir bien choisir avec qui on l'envoie, parce que ce petit pépère, il bouge de 6, donc automatiquement, il va pas pouvoir accompagner tout le monde. Mais en backline, sur un peu son château de tir qu'on va vouloir amener petit à petit, à qui il va pouvoir donner de la résistance avec discrétion ou de la force avec la reroll des 1, voilà, ça va être vraiment sa logique, quoi. Et auto-include, je dirais pas systématiquement, mais il va vraiment apporter une construction et être un peu central, clé de voûte sur certaines armées, en particulier sur certaines armées, pour cette deux logiques d'alignement des planètes sans aller chercher des stratagèmes. On va enchaîner ensuite avec un petit personnage et on parlera tout de suite de la seule unité qu'il va pouvoir rejoindre. On va donc commencer par le complicateur cybernétique qui vaut 35 points et qui va rejoindre les robots
Castellan. Bon, on est sur un profil. Moi, j'étais surpris, ils ont mis une sauvegarde à 2. Je trouve ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est sur un petit personnage qui va bouger de 6, qui a une endurance de 4, et une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 5, et qui va être meneur de l'unité donc des robots Castellan. Il va tout simplement à la phase de commandement pouvoir choisir un protocole qu'il va appliquer sur son unité, soit ajouter 2 à la caractéristique des armes de tir dont sont équipés les robots Castellan. Globalement, ça va se traduire par le fait de passer de 3 à 5 pour les gros tirs et de passer à D6 à D6 plus 2 pour les petits tirs. Ou alors il va ajouter plus 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipés. Ils ont combien d'attaques? 4 attaques. Donc passer à 6, c'est quand même ok. Ou alors enfin, le protocole d'égide qui fait qu'il va ajouter 1 à la caractéristique d'endurance des robots Castellan. Ils ont combien d'endurance? 9. Qu'est-ce que tu penses de ce petit gars? 35 points? Bah, en jeu des Castellans, il est obligatoire. Non, mais il est obligatoire, en fait. Les Castellans, déjà, sont chers, ils sont bons, mais ils sont bons dans une mesure raisonnable. Il est systématique. Il est systématique avec les Castellans. Obligatoire, 35 points, heureusement, donc ça fait pas une taxe trop lourde. On va voir les Castellans. Ils apportent une saturation potentiellement de tir ou de cac et une vraie menace, une vraie résistance, une vraie résilience, parce que comme on le voit, on les met dans le bon protocole, ils ont rendu 10, ils ont une 2+, ils ont une save invulnérable. Voilà, quand on commence à cumuler, ça a commencé à être dur, et lui va être systématique pour justement apporter cette latitude d'adaptation entre le plus d'attaque au tir, le plus d'attaque au corps à corps, ou le plus d'endurance. Ces petits robots vont se jouer par 2 à 215 points, ou 430 points les 4. Derrière, ils vont avoir un mouvement de 6, une endurance de 9 qu'on a vu qu'on pouvait booster pour 35 points avec le bonhomme pour passer en endurance 10. Sauvegarde à 2, invulnérable à 5. La capacité, quand ils font un jet de sauvegarde de 1 au tir uniquement, de renvoyer une blessure mortelle sur le tireur où qu'il soit. 7 points de vie, OC 2. Derrière, on va choisir soit de les équiper avec des points de Castellan qui vont faire quand même 4 patates de force 12, PA-2, dégâts flat 3 et jumelés si jamais on les joue par 2. Sinon, ça sera pas jumelé, mais c'est des mêmes stats. Donc, à la limite, voilà. Ouais. Ensuite, au tir, soit on va remplacer leurs petits points par des éclateurs à phosphore jumelés pour faire 3 tirs de force 6 sans PA, dégâts 2. Mais on a vu qu'il y avait des mécanismes de PA, blablabla. Donc, soit 2 pour qu'on puisse relancer les jets de blessure, soit par 1. Et ensuite, sur les petites épaulettes, on va choisir entre un éclateur à phosphore lourd qui va faire 3 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1, ignore couvert, soit justement un petit lance-flamme de force 6 PA-1 dégâts 1 qui est torrent, donc qui touche automatiquement les cibles. Ouais, il y a une latitude qui est permise, version ceux qu'on connaissait d'avant, où on peut mixer. Je pense qu'on fera des mix d'ailleurs. Le but c'est d'avoir des gros plots qui vont demander beaucoup de ressources à l'adversaire pour les faire tomber. La CT4 est un peu problématique, le fait de tirer qu'à 4+. Voilà, ça va être un peu le seul bémol que je vais pouvoir leur apporter, le fait de pouvoir les adapter entre les caractéristiques de tir, les caractéristiques de corps à corps ou l'endurance, permet de donner une vraie latitude. Ils sont chers, mais comme on va voir, on n'a pas énormément d'options qui piquent fort. Ils en font partie, toujours pareil, sur l'alignement des planètes pour aller chercher plus de PA, pour aller chercher plus de résistance. Ça va être la logique, encore une fois, de l'armée et donc des Castellans. Yes, on va maintenant passer sur le Marshal Skitari. Lui, il ne va pouvoir rejoindre que les 2 troupes, en fait, c'est-à-dire les Rangers ou les Patrouilleurs, qui maintenant ne se jouent plus que par 10, soit à 125 points, soit à 100 points. Il vaut 45 points. Alors, très cohérent, hein, puisqu'en fait, tant que lui mène une unité, cette unité va pouvoir relancer les jets de touche intégralement. Donc déjà, ça veut dire unité autonome, pas besoin de mettre un Belisarius qui va permettre de relancer les 1 et ainsi de suite. Et aussi, une fois par tour, vous allez pouvoir utiliser un stratagème, même si celui-ci a déjà été utilisé. Par contre, il va falloir le payer en points, enfin en points de commandement, ce petit stratagème. Et il a aussi le sceptre de contrôle qui lui permet d'utiliser un stratagème s'il est déjà ébranlé. Qu'est-ce que tu penses de ce mec? On va ouvrir la parenthèse. En fait, aujourd'hui, il y a plein de persos qui sont intéressants. On a déjà vu Belisarius Cawl. Si vous jouez des robots, vous avez l'autre perso qui auto-include. Ça veut dire que quand on joue contre de l'Adeptus Mechanicus, on va sans doute aller chercher quand même Assassinat. Et buffer une unité de 10 bonhommes pour ça, j'ai du mal à me positionner en fait. Le problème, c'est que je vois pas comment on va pouvoir faire autrement. On peut les avoir en version mouchoir, jetable. Mais dès qu'on va vouloir avoir une unité qui va avoir une utilité, qui va pouvoir faire quelque chose, que ce soit les Rangers ou les Vanguard, les Rangers, on va le voir, ont la particularité de faire les objectifs boutons. Les Vanguard vont avoir la possibilité de baisser l'objectif contrôle de l'adversaire. Donc dès qu'on va vouloir avoir vraiment une unité utile et à qui on va pouvoir apporter soit de la résistance, soit un peu de stabilité de tir avec les rerolls, on va être obligé d'adjoindre quelque chose. Donc clairement, tu l'as dit, l'Adeptus Mechanicus va donner Assassinat. Moi, je vois pas autrement. En fait. Il va donner Assassinat. On a quelques persos qui sont un peu tanky, mais les Arius, ils ont des 2+, ils ont des invus. Mais à la fin de la journée, quand vous allez être obligé d'en mettre partout,
quasiment, en tout cas dans chaque pack qui va vouloir être vraiment utile, ça va rapporter l'assassinat. Et le maréchal, aujourd'hui dans les packs, aussi bien de Rangers que de Vanguard, sauf si c'est une unité fond de cours qui va rester planquée, qui va rien faire ou qui va sortir en version mouchoir jetable, je vois pas comment on peut faire sans lui mettre un maréchal. Voilà. On va tout de suite voir un petit peu justement ce que donnent les Rangers avec les Skitari Rangers qui ne sont jouables que par 10 à 125 points, soit 12 points et demi la figurine. On bouge de 6, endurance de 3, sauvegarde à 5, mais invulnérable à 6, 1 point de vie, commandement de 7, OC 2. De base, ils sont éclaireurs 6 pouces, donc ils peuvent tout simplement bouger de 6 avant le début de la partie. Derrière, ils vont avoir objectif explorer, qui fait qu'à votre phase de commandement, si vous contrôlez un objectif, vous allez pouvoir vous en éloigner et continuer de l'avoir jusqu'à ce qu'un ennemi le reprenne. C'est quand même très fort. Derrière, vous allez avoir le choix gratuitement entre un d'attaquable amélioré pour pouvoir, à chaque fois qu'un stratagème est appliqué sur cette unité, jeter un dé et sur un 5+, le récupérer. C'est la seule occurrence, mais il y en a d'autres. Oui, c'est le seul type de règle qui permet de récupérer des PC avec ce codex-là. Ou alors avec un Omnispex pour avoir Ignore le couvert. Derrière, ils ont aussi simplifié la manière dont on va les équiper, puisque globalement, vous allez pouvoir, pour 10, avoir une arme de chaque type. Donc, il y a le tromblin plasma qui va quand même faire 2 shoots de force 8, PA-3, dégâts 2, parce qu'on va surchauffer, hein, là, on s'en bat les steaks. Ouais. Ensuite, il y a l'électrofusil qui va pouvoir faire justement des 3 blessures mortelles sur des véhicules sur du 4+. Pourquoi pas? Et surtout, on a l'arquebuse, qui est quand même toujours aussi bien, puisque celle-ci va être lourde, précision, 36 pouces de portée, peut-être c'est là où ça va baisser un petit peu. Force 7, PA-2, dégâts D3. Encore une fois, quand on a un moyen de sniper à coup de dégâts D3 les meneurs, certaines armées s'en moquent un petit peu, on pense au profil SM. Par contre, quand vous mettez ça sur des petits profils Eldar à 3 PEV, ça fait moins plaisir, quoi. On le voit, le pack de 10. Avant, on allait chercher le pack de 20. Là, on est plutôt sur un pack de 10 qui a perdu en résistance, save à 5, invulnérable à 6, on n'a plus l'invulnérable à 5, on n'a plus la save à 4. Un peu moins d'agressivité de tir, mais la possibilité de vraiment, à coût équivalent, mettre plein d'armes spé. Ça va être ça la logique. Donc, comme ce que je disais, soit on prend le pack basique, on se pose pas de questions jetables, soit on commence à aller chercher quelques optimisations, et là, automatiquement le maréchal va arriver pour avoir les rerolls et l'alignement des planètes avec soit le Conqueror, soit à contrario. D'accord. Est-ce que tu préfères les Rangers ou les Vanguard? Les Vanguard sont moins chers puisqu'ils sont à 100 points. Ça s'appelle les patrouilleurs Skitari. C'est exactement le même châssis. Eux, par contre, ils n'ont pas l'objectif bouton. Ils ont le fait que quand une unité est à moins de 3 pouces 2 hors véhicule, on va diminuer de 1 la caractéristique de contrôle d'objectif. Sinon, même chose, même équipement possible. Alors finalement, toi, tu les jouerais quoi? Tu jouerais les sticky objectifs pour au pire, si t'as pas focus, je me casse et derrière je suis plus visible et je suis à côté s'il faut que j'y retourne. Enfin, tu préfères quoi, toi? Les deux ont une stratégie différente. En fait, ceux-là, pour le coup, on va vraiment être en mouchoir jetable. Ça veut dire que tiens, je t'envoie un pack, je te casse l'objectif contrôle, donc potentiellement je vais aller t'annihiler des primaires. Comment tu les joues? C'est toujours la même logique de ces deux packs-là qui sont limités à 10, soit mouchoir jetable, soit j'essaye d'apporter du vrai intérêt. Le Ranger qui va aller peut-être bloquer des objets et aller chercher des missions additionnelles, ou les Vanguard que tu envoies pour aller casser le primaire de l'adversaire. On va tout de suite passer justement sur un autre personnage qui peut les rejoindre, ainsi que d'autres unités, ça sera un petit peu le fil conducteur. Ça va être le technoprêtre Dominus, puisque lui, il coûte 75 points. Par contre, attention, là c'est un personnage qui a 75 points et beaucoup plus cohérent. Il va avoir une endurance de 4, une sauvegarde à 2, il a toujours une sauvegarde invulnérable à 5+. Il va pouvoir mener les deux unités qu'on vient de voir, donc les Rangers et les patrouilleurs Skitari, ainsi que, on va le voir, c'est... J'allais dire une pépite, non, parce que n'importe où ailleurs, malheureusement, il serait juste OK. Dans cet index-là, il le porte en partie sur l'attrition. Il va pouvoir rejoindre donc les deux types de cataphrons, les brécheurs et les destructeurs, et aussi les électroprêtres, que ce soit les corpus cari ou les fulgurites. Dès qu'il va mener une de ces unités, il va pouvoir leur donner un insensible à douleur à 5+. Si ce sont des prêtres, ça sera alors à 4+. Et c'est surtout, donc là pour le coup... Là, tu dis, ok, le PV est plus très cher finalement quand tu commences à mettre ce genre de petit monsieur. Il va avoir un data peak qui peut être intéressant parce qu'on est quand même dans un méta où beaucoup de marcheurs sont véhicules. Et lui, au début de la phase de combat, donc c'est bien parce que c'est avant que l'unité soit choisie pour taper, il va pouvoir choisir un véhicule qui est à perte d'engagement, jeter un D6 sur un 4+, et D6 mortel cash. Et si jamais ils avaient subi des blessures mortelles, en plus de ça, leur capacité de combat va être diminuée de 1. On va juste regarder la manière dont il est équipé pour savoir si potentiellement ça serait un bon porteur de l'amélioration qui rajoute 3 tirs. On va regarder son éclateur Volkit, donc il va potentiellement faire 3 tirs de force 5 sans PA dégâts 2. Là, potentiellement, il passerait à 6 tirs qui surtout seraient anti-infanterie et anti-véhicule. Et blessure dévastatrice. Ouais. Donc là, pour le coup... Est-ce que c'est pas celui-là qu'on va aller chercher pour l'Omni, le stérilisateur? Il fait pas rire, parce que lui, quand même, potentiellement, il peut te faire 6 mortels cash. Sinon, bulle avec Belisarius et Reroll. Bon, voilà. C'est là où on commence, encore une fois, l'alignement des planètes.
Ce type de personnage va être quasi, tu parlais d'assassinat, va être quasi obligatoire pour les priests par exemple, pour aller chercher le Philnopain à 4. On va le voir après, mais les priests, que ce soit Fulgurite ou Corpus Carré, pêchent un peu en résistance. Le Dominus va être quasi systématique, ou d'aller chercher le Philnopain supplémentaire pour aller apporter de la résilience au Cataphrone, qui est une des rares bonnes unités au niveau saturation de tir. Ensuite, on va regarder le Technogur qui, lui, il vaut 45 points. Alors, entre guillemets, écriture intéressante parce que celui-ci est meneur et peut rejoindre exactement les mêmes unités que le personnage qu'on vient de voir, mais il est aussi agent solitaire à partir du moment où il a moins de 3 pouces d'un véhicule. Donc c'est sans doute comme ça qu'on le jouera plus tôt. Oui. Puisqu'en fait, lui, il va avoir la bénédiction de l'Omnimessie qui fait que à votre phase de commandement, vous allez pouvoir prendre un de ses véhicules et lui rendre jusqu'à D3 blessures mortelles. Vous allez aussi lui donner une sauvegarde invulnérable à 4. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et ensuite, si jamais un véhicule est détruit à 6 pouces ou moins de lui, sa hache va passer des attaques 6. Donc ça, c'est mignonnet. Ouais. Ce que j'aime bien, en tout cas, c'est qu'il y a l'aspect un petit peu unique de se dire que lui, contrairement à tout l'Imperium, il donne pas plus 1 pour toucher, il donne un vulnérable à 4. Ouais. Or, dans le monde en guerre dans lequel on vit, même s'il y a beaucoup de blessures dévastatrices, bah, c'est pas mal. On va voir le nagre, par exemple le dune crawler, l'araignée, est plutôt pas mal. Il y a aussi les chars qu'on connaît, dont celui avec les tirs indirects, qui dès qu'il tire sur l'infanterie, commence à gagner en capacité de tir. L'ingénieur, le Technogur, va être, je pense, quasi systématique dès qu'on va prendre des véhicules, justement pour aller apporter de la résilience. Toujours la même logique, je vais me répéter, mais les persos, c'est eux qui amènent les buffs, et donc en alignement des planètes, il y a les stratagèmes, les optimisations, et clairement, le bon perso, le bon leader, ou le bon agent solitaire avec la bonne unité. C'est vraiment ça la logique. On se souviendra tout à l'heure, vous avez les personnages à 45 points, vous intégrez dans n'importe lequel de vos packs pour avoir un insensible duel de douleur à 5, ou alors vous allez avoir justement celui qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le Tech Priest Manipulus, qui lui vaut un petit peu plus cher puisqu'il est à 60 points, il peut rejoindre exactement les mêmes packs, par contre lui va donner touche fatale au tir et au corps à corps. Donc, si on veut de la fiabilité pour les touches, ça sera à côté de Belisarius Call. Si on est sur un pack de Skitarii et qu'on veut full relance des touches, ça sera le Maréchal. Pour toutes les unités, c'est lui, parce que touche fatale. Donc, touche fatale, on le rappelle, sur une touche critique, vous blessez automatiquement la cible. On le verra tout à l'heure avec les cataphrons. Ça fait pas rire. Hein. Exactement. Ça, plus on a vu quelques optimisations qui peuvent encore buffer ça. Et en plus, une fois par bataille, il peut apporter à une unité qui lead une 4+1 vulnérable. Donc ça, plus le stratagème qu'on a vu tout à l'heure qui peut donner exactement la même chose. Plus le -1 pour être touché de Belisarius Call si finalement on a plus peur de prendre la touche que la relance des 1 pour toucher. Voilà, donc pareil, optimisation, alignement. Celui-là... Après, il est gros. Et est-ce que t'as envie... On attaque le physique. Il est gros. Sur les custos, j'ai attaqué les femmes, j'attaque les gros. Il me reste plus qu'une épine. Normalement, on va faire les juifs dans une demi-heure. Ça, j'ai le droit, j'ai la carte. J'ai la carte. On le voit bien, lui, le Manipulus, qui va potentiellement aller buffer, par exemple, un pack de Breacher pour aller apporter, justement, comme tu dis, c'est les blessures automatiques, ou peut-être un autre pack pour aller chercher un peu de saturation avec blessures automatiques. Quand même. Excellent aussi pour l'amélioration qui rajoute 3 tirs, oui. Puisqu'en fait, il a le canon tronçonnier qui va faire blessure dévastatrice et torrent. Donc, il faut imaginer que le mec à 12 pouces va vous balancer D6 plus 3 touches, qui, sur du 2+, sur l'infanterie, fera 2 mortels cash. Encore une fois, on est sur un leader qui, intégré dans la bonne escouade, peut vraiment apporter quelque chose et un bon alignement, et lui-même est pas négligeable en plus dans sa valeur intrinsèque, en particulier de létalité. Après, 60 points. Autre personnage, où pour le coup, je trouve que c'est sans doute un des plus intéressants aussi, on va passer au techno-archéologue. Lui, il vaut que 45 points. Et regardez, il peut rejoindre exactement les mêmes unités. Il va dire qu'on ne peut pas rentrer en renfort à moins de 12 pouces de lui. Ça vous immunise au culte de Genestealer. Ça vous immunise aussi à pas mal de fois au GK. Alors, c'est pas les trucs les plus méta, mais le fait est que c'est très, 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 très fort. Et en plus de ça, il va donner +1 au contrôle d'objectif des unités qu'il mène. Lui, c'est 45 points. C'est clairement le gardien de but. On intègre. Je suis en bulle de 12. Tu vas galérer pour rentrer dans ma zone. Parce que ça étend toute la zone d'interdiction. Et en plus, mon objectif, ou potentiellement un objectif un peu excentré, je vais pouvoir aller le bloquer et être sûr de le garder avec mon OC +1. On revient côté unité, on va passer sur les cataphrons. Vous allez voir que ça fait partie d'une très belle colonne vertébrale que vous avez accès justement sur cette armée-là. Vous allez pouvoir les choisir soit entre les breachers, soit les destroyers. On va commencer par les breachers. On est à 150 points les 3 ou 300 points les 6. Maintenant, on est quand même, on va parler du pack de 3 figurines à 150 points. Pour 150 points, vous avez quand même 3 figurines qui chacune d'elles vont avoir 3 points de vie, sauvegarde à 3, invulnérable à 6, endurance 7, mouvement 5 et surtout infanterie. Donc ça, c'est pas mal. Ouais.
Contrepartie, vous êtes que au C1, mais on vient de voir le moyen de mettre un petit bonhomme dedans pour passer potentiellement au C2, donc comptez pour 6, donc 8 avec le personnage. Ils vont avoir l'excellente règle de se dire ordre de brèche qu'ils vont tout le temps relancer les jets de 1 pour toucher. Et si vous êtes à 6 pouces ou moins d'unité ligne, donc parmi les Rangers ou les Vanguard, vous pourrez relancer tous les jets de touche. C'est bien parce qu'il le fallait dans le sens où il touche à 4. Ouais. Voilà. Maintenant, on va pouvoir leur mettre soit des électrofusils, soit des canons à torsion. Globalement, ils vont faire soit 2 tirs de force 8, PA-2, dégâts 3. Excuse-moi, mais c'est pas mal, hein. Soit des 3 tirs de force 6, PA-2, dégâts 2. C'est, pour rappel, c'est les Breachers, ceux qui ont aussi une arme de corps à corps qui sont un peu plus mix. Donc leur arme de tir est peut-être un peu moins forte que les Destroyers. Ouais. Après, on voit que leur profil a perdu en sauvegarde, mais a gagné en toughness, en endurance à 7. Yes, attends, je vais juste clarifier. Donc, les électrofusils, faut rappeler, hein, c'est quand même 2 tirs, mais qui passent à 4 tirs quand on est à 18 pouces, qui vont être anti-véhicule 4+. Donc, faut imaginer que quel que soit... Alors ça, vous avez une force 8, donc vous savez très bien gérer de la horde ou de l'élite. Et donc, quelle que soit l'endurance, c'est directement, en général, de la sauvegarde à 5 que vous allez avoir en face, ou de l'invulnérable à 4 ou à 5, pour 3 dégâts cash. Non, c'est pas mal quand même. Non, les Breachers, on va le voir, sont, je trouve, pas mal, parce qu'en plus, ils apportent potentiellement du CAC. Ils ont les impératifs doctrinaires, donc en plus, on peut transformer leur arme en arme d'assaut, donc les faire advance, ou au contraire, sur le Protector, leurs armes lourdes, s'ils bougent pas, ils gagnent en capacité de tir. Ils ont la reroll D1, à côté d'une battle line, ils ont full reroll. Avec le bon perso, ils vont pouvoir avoir soit les tirs proc, soit les blessures automatiques. Voilà, encore une fois, c'est ça la logique. Ça fait partie des colonnes vertébrales, les Breachers ou les Destroyers en catafront, parce que c'est des gros châssis en du 7. Et bien cumulé, ça c'est cher, mais bien cumulé avec les bons buffs. Belisarius pas trop loin. J'insiste, ça envoie Bagdad. Hein. Faut se rendre compte du truc. Vous êtes pas loin de la létalité. Alors, désolé, c'est pas là aussi fort, mais vous êtes quand même des mini-crisis. Ça, avec Belisarius qui va leur apporter de la résilience, leur discrétion. Voilà, tout ça cumulé, on commence à voir un peu le corps de cumulation des buffs qu'il va falloir aller chercher en LANMEC. C'est pas de l'auto inclus de mononeurone. C'est plus dur à jouer, mais c'est comme ça. Et là, pour le coup, il y a un peu de complexité. La saveur va être dure à aller chercher, mais il y aura de la complexité et du jeu. Si on regarde maintenant la deuxième façon d'assembler le kit, c'est-à-dire avec la version des Destroyers, on est moins cher, parce qu'on est moins polyvalent, c'est-à-dire que là on va faire quasiment que du tir. Là on est à 120 points. Les 3 figurines, on est seulement endurance 6 versus endurance 7 qu'on a vu tout à l'heure, mais si on regarde un pack de 6, c'est 240 points pour, dépendamment de comment est-ce qu'on va les appliquer, soit 24 tirs de force 6, PA-1, dégâts 2, anti-véhicule de plus, ok. Soit, bon, on risque de mourir derrière, mais 24 tirs de force 8, PA-3, dégâts 2. Alors, il nécessite d'avoir Belisarius juste à côté. Ouais. Mais vous avez vu la puissance? Ah non. Non mais franchement, tu chopes un couloir de tir ou quoi. Enfin, finalement, tu peux très bien imaginer 2 packs de Destroyer à 2 x 6, 240 points, ça fait 480 points. 2 packs de cataphront Breacher juste devant, ça fait 600 points. Plus les 480, t'es à 1080 points hors personnage. Belisarius Call qu'on a vu à 180, t'es à 1200 points. T'as une phalange qui tient la table. T'as -1 pour être touché si jamais tu veux prendre la table au début. Tu peux avoir reroll D1 tout le temps, t'es jamais ébranlé. Enfin, en termes de puissance intrinsèque mathématique, bah, ça aime pas les décors parce que ça va pas à travers. Mais franchement, ça envoie quand même du dire. Faut pas penser que l'Adeptus Mechanicus, c'est mou. Hein. Vraiment, sinon vous allez vous faire ouvrir le cul et vous avoir l'air bête. Hein. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu vois les packs? Comment est-ce que tu les alimentes? Un ville à 4, stratagème, comment tu vois ça? Comme tu dis, c'est on l'a vu, c'est les Breachers, on la reroll, donc il faut du battle line pour qu'ils aient full reroll parce qu'ils ont qu'une 4+. C'est une arme lourde. Enfin, si tu utilises le bon protocole, c'est vraiment cette logique-là. C'est-à-dire, j'utilise le bon protocole, c'est-à-dire que s'ils bougent pas, ils saturent au tir. Là, c'est un peu la même logique. Avec le bon protocole, je leur mets arme d'assaut. Ils sont en 4+ de tir, mais je leur mets Belisarius, c'est-à-dire qu'il va faire reroll D1. C'est vraiment dans cette logique-là. Donc soit 4+ reroll D1 en se déplaçant, en avançant, donc ok. Soit 3+ reroll D1 en restant immobile, et on a une portée effective de 30 à 36 pouces. Hein. Voilà, ça, plus le bon perso qui va bien, qui va leur permettre potentiellement d'avoir la résilience ou le feel no pain. Voilà, c'est exactement dans cette logique-là. Comment je vais aller cumuler les buffs. Voilà. Et dans cette optique, excuse-moi, justement d'avoir cette espèce de château au centre de map, eux, leur aptitude native, c'est qu'en plus de ça, quand ils font un tir en état d'alerte, c'est pas sur du 6, c'est sur du 5. Ouais. Donc c'est 5 relance D1. Oui. Donc oui, pareil, c'est approche-toi, on sait jamais. Voilà, j'ai un peu de statut, tu leur as mis le perso qui fait les procs sur du 6. Donc ça veut dire 3+ ou 4+ reroll D1. Tu vas commencer à faire potentiellement des gros trous au milieu de la raquette.
toujours pareil, c'est que autant dans les versions précédentes, les buffs étaient d'une stabilité hors norme, là, il va falloir les aligner au bon moment et être sûr que ça touche. C'est ça un peu la problématique qu'on a là et qu'on sent, versus d'autres armées qui sont plus simples dans l'alignement des buffs et dans l'alignement de la stabilité et de la résilience. On continue avec l'infanterie, avec les électroprêtres Corpus Cari. Là, on peut les jouer à 5 à 65 points ou à 10 à 130 points. On est donc à 13 points le modèle. On bouge de 6, endurance 2, 3, sauvegarde à 7, mais invulnérable à 5. On a -1 pour être blessé quand un personnage les mène et on a surtout un insensible à la douleur à 5 tout le temps. Derrière, on va au tir faire 3 tirs à 12 pouces de force 5 sans PA dégâts 1, mais qui vont être touche soutenus, donc énormément de saturation de tir. Et au corps à corps, c'est un petit peu près pareil, puisqu'on va faire 3 attaques de force 5 sans PA dégâts 1. Maintenant, on se souvient que c'est normal qu'il n'y ait pas de PA, puisque si on tire sur quelqu'un qui est chez lui, avec le bon protocole, on va avoir plus 1 la PA. C'est exactement cette logique-là. La saturation, avec un caractère, pour rappel, il y a quelqu'un qui, c'est le Dominus, Feel No Pain à 5, si c'est des prises, ça fait Feel No Pain à 4, donc on est sur une 5+1 vue, Feel No Pain à 4. Voilà. C'est une unité qui a perdu dans sa létalité intrinsèque par rapport à ce qu'on a connu avant, où leur tir était une vraie saturation de tir. Là, on va devoir aller la chercher un peu plus. Est-ce que ça va faire des trous dans la raquette, ou est-ce que la létalité et la résilience qu'ils ont un peu perdu de manière claire dans la datasheet va se compenser? Ça coûtera plus cher, il faudra bien la manier. Mais voilà, ça reste une unité un peu iconique des prises, tout bleu comme ça, avec les mains qui brillent, quoi. Yes, leur version corps à corps, c'est avec les électroprêtres Fulgurite cette fois-ci. Ils sont un petit peu plus chers parce que là, pour le coup, on va être à 80 points les 5 et 160 points les 10. On est à 16 points le petit Bolly. Même chose, ils ont -1 pour être blessés quand ils sont menés par un personnage. Ils bougent, eux, de 6. Et derrière, ils vont avoir tout simplement 2 attaques au corps à corps qui vont être, par contre, force 6, PA -1, dégâts 2, qui touchent à 3 et qui ont blessure dévastatrice. Donc on transforme les 2 en blessure mortelle sur du 6 pour toucher. Le problème, c'est que déjà, il n'y a aucune occurrence pour faire des blessures critiques sur du 5 et pas sur du 6, et qu'on a 2 attaques par bonhomme. Donc tu fais les stats, c'est pas beaucoup. Hein. On a 2 attaques, il faut qu'ils traversent la map, il faut qu'ils arrivent au corps à corps. Moi, perso, je les vois arriver. De loin, je les vois arriver. Ils sont tout bleus, je les vois arriver. C'est une des rares sources de blessures dévastatrices du codex. Il faut absolument un leader avec eux, parce que sinon, tu restes sur un Feel No Pain à 5, c'est un 5+1 vue, Feel No Pain à 5. Donc, il faut aller chercher le Feel No Pain à 4. Est-ce que tu vas claquer stratagème d'un vulnérable sur eux? Enfin, ça va commencer à être un pack cher pour une monotâche qui est d'aller taper au corps à corps. Il faut les embarquer potentiellement pour être sûr qu'ils y arrivent. Bon, voilà, c'est dommage parce que c'est une des rares sources de blessures dévastatrices qu'on avait vues. Ensuite, on va passer du côté des petits poulets. On va donc passer sur les Ballistari, c'est-à-dire qu'on commence par le ferro échassier, c'est-à-dire la version de tir. On peut l'équiper soit avec un autocanon Cognis qui va faire 2 tirs de force 9, PA-1, dégâts 3, soit avec un laser qui va faire force 12, PA-3, dégâts D6+1. Les 2 armes vont être touche soutenue, c'est-à-dire que sur un 6 magique, on fait une touche supplémentaire. Et on est jumelé, donc quoi qu'il arrive, on peut relancer les jets pour blesser. Au niveau de leurs règles, ils vont pouvoir tout simplement quand même pouvoir tirer s'ils ont battu en retraite et ils pourront relancer les fuites désespérées, c'est-à-dire que s'ils sont 3-point, c'est-à-dire encerclés, ils peuvent quand même se téléporter et ils ne mourront pas sur du 1-2, en tout cas ils pourront relancer le jet de test. Et s'ils ont un data cabre, alors dès qu'ils utilisent un stratagème sur eux, parce qu'on aura envie de le faire, on verra, ils pourront le récupérer sur un 5+. Ils sont jouables par 1, par 2, par 3, et ben c'est pas fou, mais c'est pas cher, puisqu'ils sont à 50 points pièce pour un châssis qui bouge de 10, endurance 7, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, et 7 points de vie, surtout au C2. C'est ce qui les sauve, puisqu'ils ont perdu en qualité d'arme et en CT. CT 4, alors on sait, hein, on peut les mettre, donc arme d'assaut ou arme lourde, donc s'ils bougent pas. Le pas cher les sauve. Clairement, puisqu'ils ont perdu en tir en autocanon ou en tir en canon laser. Avant, c'était la vraie source Bad Klein qui tuait tout ce qu'ils voyaient. Le 50 points permet de les envisager en petite statue, par exemple d'autocanon, avec le sustain hit, donc avec le tir proc. Bon, c'est la seule option, parce qu'ils sont pas très résilients. Le palier de 7 points de vie est pas mal, parce qu'il évite les combos pairs, qui fait qu'on va mourir sur une unité qui a soit dégâts 3, soit dégâts 2, il va falloir le tir en plus. Mais on est déçu parce que le poulet était une des figurines iconiques de l'ADMEC.
Là, clairement, au niveau létalité, ils ont perdu. Écoute, on va passer sur la version corps à corps, qui pour le coup, elle, va coûter un petit peu plus cher, puisqu'on peut les jouer par 1, 2, 3, on est à 75 points la figurine, donc 75, 150 ou 225 points. On bouge de 10, endurance 7, c'est les mêmes capacités de tanking. Et je rappelle qu'ils ont le mot-clé Skitari, et donc ils sont éligibles au stratagème qui leur permet de faire des advances et des charges. Donc clairement, vous avez quand même des mecs endurance 7 au C2, qui vont bouger de 10, certes son véhicule, mais aujourd'hui, même le vol, finalement, passe, Ouais, ne t'apporte pas tellement plus de mobilité. Et tu vas quand même faire des petits tirs avec tes petites servantilles, tes petites Jedi, mais c'est surtout, si jamais tu as ta lance taser, tu vas quand même pouvoir, alors déjà faire des duels de marcheurs, donc c'est nul, mais c'est présent. Oui, parce que l'anti-walker, moi je l'avais jamais vu. L'anti-marcheur, je l'avais jamais vu. Je peux peut-être dire que là, Ouais, tout il y le a un monde sait dreadnought, qui je suis. il y a un dreadnought. Ok, je suis mort, mais il y a un dreadnought, et ben c'est un Toi, marcheur. mon pote, toi, mon pote. Pour le coup, tu vas faire 4 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2. Ouais. Anti-marcheur, plus 1 pour blesser quand t'as chargé, et touche soutenu 2. Vraiment, Ouais. enfin, elle est cohérente, cette unité. Oui, elle est un peu chère versus l'autre, mais tu l'utilises comme ça en fait, en missile, parce que 7 points de vie, il y a une invulnérable. Est-ce que je vais commencer à claquer des strats défensifs pour vraiment que ce soit un problème pour toi dans tes lignes? C'est possible, c'est possible. Tu as les habilités qui vont permettre de les rendre plus compliqués à gérer. Voilà. Un peu cher, mais intéressant en tout cas en projection et en épine du pied. La seule chose, c'est que comment je les déploie T1, parce que voilà, ils sont au véhicule, donc derrière un mur, on les voit pas, mais mettre un moment, on va s'en sortir. Voilà. C'est un peu le... Yes. Après, vraiment, moi, je veux qu'on va. Encore une fois, revenons un petit peu là où on est. C'est-à-dire on n'est pas sur une armée qui est foudre de guerre. Vous l'aurez compris, face à face. On n'est pas sur une armée clé en main. C'est-à-dire qu'on n'est pas Space Marine teutant en disant serment de l'instant, ça meurt. Ouais. Uniman, ça serment de l'instant, ça meurt. Mais vous inquiétez pas parce que de toute façon, ce genre d'armée va se faire nerf. Que ça soit l'Eldar débile ou ce genre de choses, ça va se faire nerf. Donc là, faut quand même imaginer. Attention, c'est pas forcément ce que vous attendiez en termes de modélisme. Mais on a parlé d'une colonne vertébrale avec potentiellement 24 breachers et Belisarius Cole au centre, et il vous reste 800 points. Donc derrière, vous pouvez en mettre 4. Et en fait, faire votre colonne et 2 électrondymes pour faire des crochets sur les côtés. Et le mec ne va pas pouvoir focus tout. Ouais. Et finalement, vous êtes tellement tanky avec les moins 1 dégâts, la diminution de la PA2 1 au tour 1 en tout cas, parce que si vous n'avez pas l'initiative, au moins vous êtes chez vous, donc le protocole est tout indiqué. Protector, ouais. Donc, il va falloir charger. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée ne coûte pas cher. Donc, vous allez littéralement noyer votre adversaire de plein de menaces. Moi, au début, j'ai pas arrêté de me plaindre avec la Sista parce que je trouve que ça manquait de saveur et ça manquait de punch. Mais finalement, on noie tellement l'adversaire que pour qu'un peu qu'on joue avec un niveau d'armée en face qui est le même que nous, déjà, on va se rendre compte qu'on se fait plaisir. Et finalement, même avec les top codex, on va se faire table rasée T3, T4, mais on va avoir marqué beaucoup de points. Donc, franchement, finalement, on se positionne en tant que challenger, c'est-à-dire que c'est les gros codex qui vont se chier dessus, parce qu'eux, ils ont l'habitude de jouer 2 doigts dans le nez, et si vous sous-estimez réellement, en fait, vous allez les pulvériser. Et c'est là où, en fait, il faut se rendre compte, en fait, justement, du positionnement de la mec aujourd'hui. Et c'est ce genre d'unité qui va permettre, en plus de la colonne vertébrale, d'avoir du crochet, il va les sous-estimer vers toi avec ta lance taser, là. Ouais, mon pote, mais si tu me sous-estimes sur un craquage, je te mets 12 PEV. Et donc, il y a un monde dans lequel, en fait, tu peux quand même surprendre. Oui, c'est exactement ça. Alors après, comme tu l'as dit, Otto, en arrivée V9, c'était le monde, tu n'avais pas besoin de le créer, c'était toi qui le construisais. Là, il faut le créer, le monde, et ça va créer une complexité de buff et d'alignement, de mise en circonstance, de situation, qui va être plus dur à gérer que dans d'autres codex. Mais à ne pas sous-estimer, clairement, on voit qu'il y a eu une volonté de la part de Games d'éviter que l'ADMEC devienne complètement no-brain. La CT4 partout, la CC4 partout, le leader nécessaire, le bon stratagème nécessaire, la bonne impérative doctrinaire nécessaire au bon moment. En tout cas, ce type d'unité peut être une vraie épine dans le pied au bon moment, bien utilisée. Et si on a pu la faire résister avant. Voilà. Mais moi j'aime bien en tout cas, elle va être dure à prendre en main. C'est un peu ce qu'on pourrait dire par rapport au démarrage de la V10 où il y a des armées qui sont sorties, pouf, no brain, pas de réflexion. Ah ouais, ok, comme tu l'as dit, je vise, je tue. Elle, la mec, non, elle ne te demande pas ça. Elle te demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de tests pour aller chercher un vrai plaisir et justement adapter au scénario et à la mission et à la victoire. Yes, on va voir aussi un bon élément dans l'ajout de cette armée, ça va être le Ounagre des dunes. Il est à 140 points. L'Ounagre ? Ouais. C'est pas Onagre. Toi, tu mets un U, toi. De quoi? Ounagre ou Onagre? J'ai pas dit Ounagre? Si, t'as dit Onagre. Tu te moques de mon accent parce que je suis en France depuis 2 ans? T'es ce genre de personne, non? On avait fait les gros. On n'avait pas fait les gens d'origine étrangère, c'est bien. Donc ici, on va bouger de 8, endurance 10, sauvegarde à 2, invulnérable à 4 et 11 PV.
Très beau châssis, 140 points quand même. Et derrière, au C3, faut pas le sous-estimer. La petite règle qu'il a, c'est qu'il va pouvoir ignorer les décors qui font moins de 4 pouces de haut au regard justement derrière. On rappelle que de toute façon, vous ignorez déjà les figurines amies. Et il va pouvoir, dépendamment du fumigène, avoir le mot-clé fumé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un PC pour avoir -1 pour être touché, ou alors le data câble qui fait que quand il va être sujet à un stratagème, il va pouvoir le récupérer sur un 5+. Au niveau des armes, plein de choses à faire. Attention, vous êtes sur une figurine à 140 points, donc vous imaginez pas one shot un Land Raider avec. Mais le fait est quand même qu'à 140 points, vous avez plein d'armes intéressantes. Vous avez par exemple le faisceau d'éradication qui est quand même 2 modes de tir. On va regarder celui à 18 pouces. À 18 pouces, parce que je rappelle, vous bougez de 8. Vous allez faire des 6 tirs et sur chaque 6, vous allez faire des 3 touches en plus qui vont faire force 9, PA-3. Dégâts flat 3. En plus de ça, il a des petites armes à côté, mais sinon vous avez aussi le laser à neutrons qui vont faire 2 tirs mais déflagration de force 16, PA-4, dégâts D6 plus 1. Ouais. Alors pour rappel, donc avec les protocoles, on peut soit devenir arme d'assaut, soit devenir arme lourde. Voilà, c'est toujours pareil, c'est un bon châssis, résistant, l'endurance 10 et les 11 points de vie, plus l'invulnérable, va vraiment permettre d'avoir une petite station de tir. La CT4 casse un peu, mais toujours pareil, bien accompagnée, c'est-à-dire aussi bien soit par Belisarius que par le bon protocole ou le bon impératif doctrinaire va permettre de compenser ça. On va ensuite passer sur les vautours Pteraxi. On est à 70 points les 5, 140 points les 10. Clairement, ça sera par 5 pour aller faire chier et voler un objectif, les quarts de table et avoir de la mobilité. Puisque ça bouge de 12, c'est une endurance de 4, une sauvegarde à 4 et une invulnérable à 5. Donc pourquoi pas. Malheureusement, ça ne peut pas être mené, puisqu'il n'y a aucun personnage qui peut rentrer dedans. Il a pas d'aile. Exactement. Et Mais le gros là, dont tu parlais tout à l'heure, il a pas d'aile. Non, par contre, il a un gros nombril. C'est ça que j'attendais. Ils vont de base avoir la frappe en profondeur, mais surtout beaucoup de mobilité, puisqu'ils vont avoir courant thermique à votre phase de tir. Après que cette unité a tiré, si elle n'est pas à portée d'engagement, elle va soit pouvoir faire un mouvement normal de 6, soit pouvoir faire un mouvement normal de 12, à condition que chaque figurine soit entièrement à 6 pouces d'unité ligne. Ouais. Ça bouge très vite, c'est vraiment du fire and fate, c'est pour aller bouger, tirer, voler l'objectif, vous chargez surtout pas, comme ça vous prenez surtout pas de contre-charge, enfin de stratagème d'intervention héroïque, parce qu'après vous faites no dom. Hein. Non. C'est très dommage, c'est qu'il y a rien. Non, on est dans le je tue rien là. On est dans le jeu, non, je fais pas mal. Voilà. Merci Laurent. Malheureusement, on n'arrive pas trop à défendre cette unité, déjà pour 2 raisons. La première, c'est que ils vont bien bouger, même très bien bouger s'ils ont des lignes à 6 pouces ou moins 2. Mais le problème, c'est qu'en fait, si c'est pour voler un objectif, on va prendre la ligne qui est à côté, puisque eux seront EC2, seront complètement buffables avec tous les buffs qu'on a vus, c'est-à-dire invulnérable à 4, Feel No Pain à 5, et ainsi de suite, puisque eux ne peuvent pas être rejoints. Et même finalement, on aurait aimé avoir les personnages qui donnent, par exemple, touche soutenue, ou touche fatale. Parce que là, l'unité aurait été rentable, entre guillemets, parce que ils ont quand même des carabines à fléchettes, c'est-à-dire que ça va ultra saturer. Les squads fait 25 tirs de force 3 sans PA dégâts. Donc à la limite 25 tirs, touche fatale, mais tous les jours on les prend. Mais là, ils sont absolument pas synergisables. Il n'y a rien qui donne touche fatale dans l'armée, ou en tout cas à distance. Donc malheureusement, on peut pas les faire rentrer, quoi. Et donc que ça soit sur le contrôle map, on l'a vu en fait, les Skitarii de base, en tout cas vu qu'ils doivent être à côté pour qu'eux gagnent vraiment en mobilité, on les prendra. Et au tir, on prendra tout simplement autre chose. Et si maintenant on parle des stérilisateurs Pteraxi, qui sont en fait la version tout simplement lance-flamme, où ils vont être à 5 points plus chers, c'est le même problème. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils ignorent cover et ainsi de suite, mais ils sont que force 4 sans PA et même au corps à corps. Quoi. Enfin, et ce qui les sauve même pas, c'est que... Rigole pas, Laurent. Ce qui les sauve même pas. Non, c'est qu'ils ont une aptitude qui est très très forte, qui est le fait de pouvoir diminuer de 2 la capacité de mouvement, et d'advance et de charge. Donc c'est de les 3. Le problème, c'est que c'est pas automatique. C'est sur un 4+, là où quasiment toutes les autres armées du jeu, enfin les autres procs similaires, c'est soit automatique, soit sur du 2+. Il y a qu'une autre occurrence qui est sur du 4+, et l'armée a un peu plus de punch. Ou en tout cas, disons que ne meurt pas après l'avoir fait. Je m'approche pour te bloquer. Si j'y arrive pas, je suis mort. Voilà. Non, c'est... En fait, ce qui était une unité qui était vachement utile, parce que tu pouvais lui coller la colère de Mars, tu pouvais lui mettre de la PA... Il y avait plein de tu trucs. peux encore avoir de la PA si tu fais chez l'adversaire et que tu es en bon protocole, t'es PA-1. Mais là, malheureusement, dans la configuration actuelle, même avec les impératifs doctrinaires, pour toute l'armée, ça va être compliqué de les sauver, les 2 unités. Ça apporte une mobilité, mais qui n'est pas compensée par ce que tu peux leur apporter soit en résilience, soit en létalité. On va enchaîner ensuite avec les petits poneys. Les petits escargots. Là, on va parler des hussards Cerberus. Ils sont jouables de 3 à 6 figurines. 75 points les 3, 150 points les 6. On bouge de 12. On est endurance 4, sauvegarde à 4, 2 points de vie, OC2, invulnérable à 5.
Éclaireur 9 pouces, et surtout, à partir du moment où une unité termine un type de mouvement à moins de 9 de E, ils vont pouvoir bouger de D6, là où toutes les autres unités du jeu le font de 6 cash. Eux peuvent le faire de 6 s'ils finissent Wall Within. Donc entièrement à 6 pouces. Et ils ont des socles gélules d'unité ligne. Il va falloir bien maîtriser sa géométrie. Même au tir, malheureusement, ils vont avoir chacun 3 tirs, donc tu vas en faire 9, mais qui vont toucher à 4. Force 4, 100 PA, dégâts 1, et blessure dévastatrice. Enfin, donc faisons les stats, si vous voulez. T'as 3 mecs, ça fait 9 tirs. Bon, le chef, lui, il a un peu avoir un pistolet. Mais donc t'es à 5 touches, tu fais même pas une BM cash. Alors, je comprends ta dureté. Je serais pas aussi dur. Le scout, ils ont éclaireur, ils ont de la projection, ils peuvent faire un peu la blagounette avec le D6 de recul. Ils vont obliger des unités à s'exposer. C'est un peu leur logique. Ce qui est dommage, c'est que c'est un peu cher. Mais on en a tous dans notre armée. Ça fait partie des figurines iconiques. Est-ce qu'on peut pas le résumer au codex? En fait, t'as une armée qui va forcer son adversaire à s'exposer pour nous tuer. Là, je peux te dire que t'as plus un mec dans une ruine. Ouais, mais t'es tableur. Je suis mort. Mais t'as plus un mec à couvert. Voilà. Non, mais c'est ça le gambit de l'armée. Gambit, peux-tu te faire table rase? Mais tous les mecs sont hors couvert. On rigole, c'est vraiment bienveillant de la part, enfin pour les joueurs. Est-ce que c'est une unité que tu vas lancer pour aller cliquer? C'est une unité iconique. Moi, j'aime bien la jouer. Je pense qu'elle a son utilité. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas intégrer un leader, donc elle va peiner un peu, il va falloir claquer des points de côté. Je rappelle juste une chose, ils sont à 5 points d'une escouade de moto Space Marine. Arrête, sois pas comme ça. Sois pas comme ça. Qui tank beaucoup mieux. Sois pas comme ça. Qui lissé avec le corps à corps fait plus de dégâts. Sois pas comme ça. C'est vrai, tu as raison. Tu mélanges. Je compare. Tu compares. J'arrête pas de me comparer avec ces ex, Laurent. Voilà, tu compares. Au moins, on a de l'humour. On a peut-être pas de létalité, mais on a de l'humour. L'autre façon d'assembler le kit, ça va être les Souffre-Dog Cerberus. Moins cher, ils sont à 65 points les 3, 130 les 6. Même mobilité, si ce n'est que eux, ce jeu normalement, ils ont pas de pré-move ou d'infiltration. Ils vont quand même avoir briseur de ligne, qui fait qu'ils vont pouvoir charger une unité. Globalement, ils vont jeter un dé et pouvoir faire de la mortelle, soit sur du 2, soit sur du 4, dépendamment s'ils sont à côté ou pas d'une ligne. Derrière, beaucoup plus d'un mode de tir. Chaque figurine va être doblée d'un souffle, d'un lance-flamme, mais qui est seulement force 3, mais qui est payé à -1. Pourquoi pas. Au corps à corps, ça va faire 4 attaques de force 4, 100 PA, dégâts 1, et le patron va avoir une masse qui va être force 5, PA -1, dégâts 1. On peut aussi les équiper avec des pistolets qui vont ignorer le couvert, mais qui sont seulement force 4 et 100 PA. Ou alors, on peut aussi leur mettre une petite carabine qui va faire des 6 tirs de force 6, 100 PA, dégâts 1. Oui, dur. L'impact est pas là, quoi. Tu les utilises comment? C'est ça un peu la question. Ils traversent pas les murs, aller chercher des objets, ils sont au C2. Voilà, ils s'étaient quasiment pas joués ceux-là dans la version précédente parce qu'ils n'avaient pas le pré-move et ils n'avaient pas le côté précision sniper. Ils sont un peu meilleurs et un peu moins chers que les autres, je trouve, mais j'arrive pas à les positionner non plus. C'est plus compliqué, on est sur des unités, ce qui est dommage parce qu'on a entre 9 et 15 chacun. Bon, voilà. Sur le papier, on aurait l'impression qu'ils sont un peu meilleurs, ils sont un peu plus impactants, mais ça reste pas encore fou. On passe ensuite aux infiltrateurs sicariens. On peut les jouer de 5 à 10. On est à 16 points la figurine. Ouais. Pour le coup, je trouve que cette unité fait plus sens par rapport aux deux qu'on vient de voir, c'est-à-dire soit les ailes, soit les dadas, puisque on est quand même à 160 points les 10. On est sur une unité qui va pouvoir s'infiltrer, qui de base a discrétion, donc -1 pour être touché au tir tout le temps, qui, on va dire, vont forcer l'ennemi à faire des tests d'ébranlement. Quand t'es infiltrateur, c'est quand même pas mal. Le souci, encore une fois, en termes d'écriture, c'est que l'ennemi va avoir -2 à ce test s'il y a une T-ligne, mais comme on est infiltré, ça sera 2 vitesses. Donc pourquoi c'est écrit comme ça? Je comprends où ils veulent aller. La logique, oui. Mais en fait, c'est juste que c'est ce que c'est testé, ça. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans cette unité, c'est que ça a endurance 4, sauvegarde à 4, 2 PEV, invulnérable à 5, donc faut quand même envoyer de la saturation. Et puis encore une fois, c'est de l'infiltrateur. T'en mets 10, 160, t'en mets 30, le mec il se chie dessus. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'as moyen avec des armées qui sont pas très menaçantes de faire peur en fait et de créer une pression T1 en tout cas. Et c'est même pas dit que le mec ait de quoi les gérer T1 s'il a l'initiative. Les gérer, après tu vas les planquer. Ce qui est pas mal, c'est que tu vas pouvoir projeter et aller tapouner. En plus, tu vas pouvoir acheter de la PA si t'as l'arme de tir parce qu'il est chez lui. Yes, excuse-moi. Voilà. Yes, deux façons de les équiper, soit avec justement des armes énergétiques et des éclateurs à fléchettes, soit des mitraillettes et des matraques taser, ou l'inverse, vous aurez compris. Le fait est quand même qu'on a moyen d'avoir 10 bonhommes à 160 points qui vont balancer 20 attaques de force 4, PA -2 dégâts 1, ou de force 6, 100 PA dégâts 1, plus les petits tirs.
Donc franchement, ah oui, excuse-moi, bien évidemment, si vous êtes infiltré et que l'autre est toujours chez lui, eh ben, vous aurez en plus un bonus de +1 à la PA parce que vous aurez choisi la doctrine d'agression. Exactement. Donc quand vous êtes PA, -1 quand vous êtes de la force 6, ainsi de suite, voilà. Encore une fois, paradoxe d'écriture de cette unité, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toute l'armée. On a envie de les faire rejoindre par un personnage. Ouais. Ils ont tous les bons mots-clés. Ils sont infiltrateurs, skitari, et infanterie. Donc ils bénéficient des stratas, ils bénéficient de tout. Le problème, c'est qu'ils touchent à 4. Ouais. Et qu'on peut pas les buffer. C'est un peu ce qu'ils avaient subi dans la V9, c'est-à-dire que pareil, c'était un peu des missiles que tu envoyais qui pouvaient vraiment faire des gros trous chez l'adversaire, en particulier sous la forme corps, où tu avais l'advance et charge, où ils arrivaient, donc soit eux, soit les Rostalkers, ils faisaient un gros trou, par contre c'était usage unique. Là c'est un peu ce qu'on risque d'avoir aussi, ça veut dire que ça va être une unité que tu vas envoyer pour faire le snipe ou le trou là où il faut. Ils sont infiltrateurs. Derrière, ils tiendront pas. Tu as quelques buffs pour les faire tanker, mais est-ce que tu vas aller claquer la 4+1 vue ou autre sur eux? That's the question. Yes, autre optique aussi, et pour le coup, je les trouve bien, c'est les corrodeurs sicariens, donc l'autre façon d'assembler le kit. On est à 75 points les 5, soit 150 points les 10, donc 15 points la figurine, qui bouge de 8, qui a une endurance de 4, une sauvegarde à 4, une invulnérable à 5, 2 points de vie. Si vous voulez jouer par 10, en plus, vous passez au C10 directement si vous restez en vie. Donc, vous allez même voler potentiellement l'objectif chez l'adversaire. Et dépendamment des objectifs, même primaire bis, c'est 6 points l'objectif chez l'adversaire quand même. Hein. Après, là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'ils ont aucune capacité de projection, si ce n'est leur mouvement de 9. Ils ont discrétion, donc -1 pour être touchés. Et ils ont la démarche optimisée qui fait qu'ils ajoutent 1 au jet d'advance et de charge. Et comme ils sont skitari, alors, ils sont éligibles au stratagème d'advance et charge. Donc, on peut soit les jouer sur table pour bouger de 8 plus D6, +1 à chaque fois, voire +2 si on les met à côté de ligne, et vous avez compris, bah c'est certainement ce que vous ferez au moins le T1. Oui, mais parce que c'est un peu la problématique. C'est, comme tu dis, c'est encore l'alignement des planètes. Oui, mais comme tu les mets sur table. Oui, voilà. T1, ils auront le +2. Yes, et puis on n'oublie pas, ça les gars, vous l'avez en renfort stratégique, c'est-à-dire que, pareil, hein, c'est 150 points, ça veut dire que vous en mettez 30 en renfort stratégique, vous êtes à 450 points, le mec, il a 60 points de vie, sauvegarde à 4, invulnérable à 5 à gérer, qui va arriver pour un PC à la fin de sa phase de mouvement. Donc va les chercher, hein, mais 20 points de vie, -1 pour être touché, sauvegarde à 4, invulnérable à 5 quand même. Et derrière, c'est plus le même impact. Là, pour le coup, on discute un petit peu au corps à corps. Charge potentiellement à 7. Ouais. S'ils sont à 6 pas d'une battle line. Yes. Ça peut être intéressant sur ta phase. Et quand ils tapent, en plus, on va voir, c'est une des rares sources de blessures dévastatrices, donc ça picote un peu. Regardons un petit peu leur arsenal, parce qu'on va pouvoir les équiper un petit peu comme on veut. Déjà, ce qui est très positif, c'est qu'on a 2 armes sur 3, donc tout le monde peut les avoir, qui sont et précision et blessures dévastatrices. Or, soit ils sont avec précision, force 4, perd -1 dégâts 1, mais on s'en fiche, soit ils sont anti-infanterie, 3+, avec blessures dévastatrices. Donc faut quand même imaginer que le pack de 10, quand il va charger, il va potentiellement faire 40 attaques, certes, qui touchent que sur du 4, il y aura sans doute pas Belisarius à côté par contre, mais qui vont quand même faire, une fois qu'on a passé les touches, donc théoriquement on est censé être à 20, faire 13 blessures mortelles à de l'infanterie. En précision. Voilà, c'est-à-dire que c'est des bons snipers de perso. Clairement, pour aller sniper un perso, ça peut vraiment piquer. Pour rappel, on les met backline 24 heures du Mans, ils vont avoir +2 à l'advance, on peut leur claquer l'advance et charge, on peut les mettre en protocole, donc avec +1 PA. Voilà, c'est ça le combo en fait, c'est tiens tu t'avances un peu, j'ai le T2, fais attention, tu vas te prendre potentiellement 5 ou 10 Rostalkers qui vont te faire de la blessure dévastatrice. Voilà. À 4+, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu le missile qui pique, le missile qui tue, le missile assassin. Voilà. On enchaîne ensuite avec le désintégrateur Scorpius, c'est ni plus ni moins que la version char du transport. Là, pour le coup, on est à 195 points, donc c'est quand même un petit peu cher. Ouais. Mouvement de 10, endurance de 10, sauvegarde à 2, c'est ce qu'il sauve. Hein. Derrière, 12 points de vie, OC 3. Il va avoir la capacité d'avoir 2 types d'armes. En gros, soit une arme anti-masse qui fait que quand on cible de l'infanterie, alors on aura +1 pour toucher, soit une arme anti-char et véhicule qui fait que quand on tire sur ce genre de modèle, on aura aussi +1 pour toucher. Donc globalement, à 36 pouces, on va pouvoir faire, si on est équipé en mode anti-troupe, 2d6 tirs de force 7, PA -2 dégâts 1, qui toucheront normalement à 4. Mais comme si on tire sur l'infanterie, on n'est pas trop con, alors on aura +1 pour toucher. Maintenant, il va aussi avoir déflagration et tir indirect. Oui. Donc certes, le tir indirect, c'est un petit peu fait taper sur les doigts. Le fait est quand même que d'avoir ce genre de châssis fond courbe, c'est très très bien, parce que vous avez compris qu'on va avoir, on va avoir envie d'avoir un espèce de rouleau compresseur qui va soit rester chez nous, soit aller agresser chez l'autre, dépendamment de l'ADN de l'armée. Ou alors, tout simplement, 3 tirs de force 12, PA -3, dégâts D6, à 48 pouces de portée, qui, s'il choisit les bonnes cibles, donc touchera à 3. On l'aime bien sa version indirecte, 2D de 6, on a vu qu'on pouvait lui mettre l'ingénieur qui va le buffer. S'il tire sur l'infanterie qui est clairement sa cible, il les blast,
il va commencer à bien être stable et avoiner. Voilà, c'est un peu cher. Après, il peut tenir le fond de cours avec une vraie utilité, pas juste être là pour décorer les murs. Voilà. Ensuite, on va passer à la version transport du kit avec le glisseur Scorpus. Lui, il vaut 80 points. Il peut transporter 12 figurines infanterie. Derrière, il va pouvoir avoir un data cable amélioré qui fait qu'il récupère les PC qui vont arriver sur lui sur du 5. Et aussi glisseur des dunes qui fait que lui va pouvoir avancer et l'unité qui va en sortir ne sera pas considérée comme ayant avancé, mais sera considérée comme ayant fait un mouvement normal. Mais ils ne pourront quand même pas charger. Le fait est quand même que ça apporte une belle mobilité par rapport à tous les combos qu'on a dit avec des gars par 10, avec potentiellement l'invulnérable, le fil de pain à 5, et ainsi de suite. Derrière, il va pouvoir tout simplement aussi balancer quelques petits tirs. C'est un châssis qui a 80 points. Eh bien, si on le compare à un Rhino, il est meilleur en tout point. Derrière, la seule contrepartie, c'est que par rapport au modélisme, on se serait attendu à ce qu'il ait des postes de tir. Et en fait, il n'y en a pas. Non, ça c'est vrai que c'est un peu surprenant. Ça aurait été un bon chausson à Arquebus, par exemple. Voilà, c'est un peu surprenant. Après, sa règle est plutôt sympa et ça offre une vraie mobilité. Il lui manque une invulnérable pour tanker, il a une endurance de 9. Voilà, avec Belisarius, c'est ce qu'il va pouvoir en comboter. Les armes, c'est un peu de statut gratis. Ça reste un chausson nécessaire sûrement pour certaines unités qui aujourd'hui ne pourront pas traverser le champ de bataille sans un chausson. En tout cas, il a le mérite de ne pas être cher à 80 points, comme tu dis. Il apporte cette mobilité-là au niveau de l'ADMEC. On va maintenant passer du côté des volants. On est à 160 points pour le bombardier, 165 points pour celui qui tire et 155 points pour le transport. Les volants, malheureusement, sont un petit peu boudés dans ce début de 10e édition. Maintenant, ceux-là sont stationnaires. Ça veut dire qu'on peut au moins les déployer. Donc ça, c'est assez positif quand même. Après, ils ont un mouvement de 20. Donc voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que la version transport, c'est-à-dire le Transvector, lui, c'est un drop pod, c'est-à-dire qu'il peut arriver dès le T1. Donc de là peut découler certains combos. Le fait, par exemple, de mettre des rangers dedans et qui vont arriver, comme ils sont lignes, et bien ils vont pouvoir proquer tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que si on avait les petits poneys, alors ils pourront bouger de plus si jamais il y a une unité ligne à côté. Pareil pour les infiltrators qui vont gagner un petit peu sur leur test d'attrition. Et derrière, si jamais vous voulez faire arriver plutôt T2 ce genre de mécanisme, alors ça vous assure d'avoir la projection pour faire une charge à 7 avec ceux qui ne s'infiltrent pas, mais qui tapent un peu plus fort au corps à corps. Les corrodés. Derrière, malheureusement, par contre, pour la version qui est en plus de ça la plus chère, c'est-à-dire celle qui met des bombes, parce qu'elle est quand même correcte, c'est-à-dire qu'elle va faire 4 blessures mortelles, puisque vous allez jeter 6 dés sur un 3+, ça sera une blessure mortelle sur les dés que vous avez survolé. Le problème, c'est que vous ne survolez soit T1 si jamais vous êtes joueur numéro 2, soit vous le mettez en renfort, il arrive T2, il bouge normalement T3. Donc il est injouable. Donc voilà, c'est soit vous le mettez T1 sur la table pour espérer être joueur numéro 2 et survivre un tour, pour pouvoir mettre justement seulement, mais après sur un craquage potentiellement jusqu'à 6 blessures mortelles. Voilà, on est toujours mitigé sur les aérodimes. Moi en tout cas, j'aime le transport qui permet d'être drop pod. Parce que certes, c'est un drop pod plus cher que les drop pods, parce que il vaut aux alentours de 160 points, enfin 155 points, mais au moins il permet de synergiser les combos avec tout ce qui nécessite d'être ligne à côté. Les volants, comme tu l'as dit, il faut qu'ils soient stationnaires, sinon ça tue le game. Parce que sinon, ils sont trop prévisibles. Maintenant qu'on a cassé un peu les mouvements, les dynamiques de mouvement, l'adversaire peut vraiment le contrer. Ils arrivent T2. Si tu les mets sur table en stationnaire, ils sont gros, donc ils sont ciblables. Est-ce que l'adversaire ça va pas être une cible prioritaire pour lui? Ils sont un peu chers par rapport à la logique dans laquelle moi j'irais sur la mec avec plein d'unités. Ouais, je vous aurais trop vu entre 145 et 150 points, on se serait posé la question. Là, il y a 10-15 points de trop cher. Là, c'est un combo Rangers avec perso, c'est un combo Electroprist avec perso. 320 points. Voilà, t'es en comparaison d'eux et qu'est-ce qu'ils apportent. En statut de tir, oui, mais sans P1, ça veut dire qu'ils ont pas mal de statuts avec Sustain Hit, Proc, mi-portée, Rapid Fire. Oui, mais très bien, mais il faut que je sois dans le bon impératif doctrinaire, donc en fait mes armes vont se transformer. Enfin, voilà, c'est compliqué à ce prix-là. Ça reste une super fille. Comment je la joue? Là, pour l'instant, j'ai pas, comme tu dis, celui avec le transport pour potentiellement faire la blagounette drop pod T1. C'est le seul combo sur lequel je vois un peu, versus d'autres, dont celui avec les canons laser. Beaucoup de statuts de tir, mais est-ce qu'il remplace un onagre? Est-ce qu'il remplace le désintégrateur? C'est la question qui se pose. Voilà. On a fait le tour, les amis, de ce qui va faire le plaisir justement de l'Adeptus Mechanicus. Je comprends que certains soient un petit peu déçus. On aime avoir des codex qui sont pétés. Tout ne peut pas être pété au sein du jeu. Déjà, c'est un codex qui certainement va prendre des buffs au fur et à mesure du temps. Et c'est déjà ce qui s'était passé par le passé. Et donc, ça le rendait parfaitement jouable. Là, même en l'état, c'est évident que vous n'allez pas être capable de tenir un bras de fer avec les top codex du moment. C'est-à-dire, c'est évident que si jamais vous jouez contre de l'IK, du SM, de l'SMC, de l'Eldar, vous n'allez pas jouer au même jeu. Maintenant, quand vous jouez contre toutes les autres armées,
c'est du plaisir. Vous pouvez jouer contre de la Death Guard, contre de la Sista, contre du Chevalier Gris, contre toutes ces armées-là, et ben il va y avoir du plaisir. Oui. Il faut comprendre maintenant que vous n'êtes pas là pour faire un bras de fer avec votre adversaire. C'est-à-dire que oui, vous allez certainement vous faire table rasée. Maintenant, vous allez avoir tellement de menaces, de ressources que s'il en sous-estime certains, et ben vous allez le piéger et il va se retrouver con à se dire bah mince en fait, soit je me suis essoufflé, soit je suis en train de perdre contre cette armée-là, soit de toute façon vous allez aller chercher des scores, c'est-à-dire que vous allez jouer sur 3-4 tours de jeu avant de vous faire table rasée. Mais ce qui est un gameplay qui existe chez Game Workshop depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que l'Arlequin, on le savait, on allait se faire table rasée par le passé. Notre but c'était juste de mettre un maximum de points avant que ça arrive. Et bah là, la mec c'est pareil, c'est un petit peu comme la Sista. Ce qui doit impacter, bah parfois n'impacte pas assez, mais comme on joue beaucoup d'unités, vous allez à chaque fois avoir des trucs sur les objectifs, il va falloir apprendre à jouer comme ça en attendant un changement de gameplay. Moi, ce que j'aime bien dans cette armée, c'est la rejouabilité aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on va cumuler plein de persos, on va avoir plein d'unités, et selon l'adversaire, on va réfléchir, tiens, lui je l'intègre là, lui je l'intègre là, tiens, je vais essayer de jouer ça comme ça, tiens, je vais essayer de jouer plutôt backline, plutôt gros château fort au milieu, non, je vais essayer de partir dans tous les sens en intégrant des leaders, et un petit pack avec Belisarius. Elle va apporter une rejouabilité, en tout cas sur la stratégie, la tactique, que d'autres armées n'emportent pas parce qu'elle a une profondeur de buff et de cumul de buff et d'alignement des planètes, je le dis beaucoup, mais c'est une réalité, entre les stratagèmes, les buffs de leader et autres, qui va apporter une vraie profondeur, une vraie complexité de jeu. Par contre, elle va apporter, je sais que c'est un terme que tu aimes bien, en première intention, beaucoup de frustration, parce que si vous n'arriviez pas justement à être dans cette ligne-là, bah, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Donc il va falloir la rejouer et la jouer pour être sûr de ne pas avoir de frustration à la sortir. Je suis d'accord avec toi. Moi, je veux quand même parler d'un cas que j'ai vu au café dernièrement de gens qui playtestaient l'armée. Ouais. Et Eldar Admech. Et là, j'arrive et je me dis merde. Enfin, franchement, j'ai peur de donner une mauvaise image au jeu. C'est-à-dire deux personnes qui arrivent, ils jouent pas au même jeu à ce moment-là. Non. Et ben, l'Eldar s'est fait pulvériser. Pourquoi ? Parce qu'avec cette confiance, déjà, ils ont placé les décors et finalement, ils sont tombés sur un marteau et enclume où l'Eldar pouvait pas forcément se cacher. D'accord. Et encore une fois, on est sur une armée qui 2 packs de destroyers plus Belisarius Call te sèche quasiment n'importe quoi parce que tu vas être en relance D1, que tu vas être payé à -2, -3, -4, dépendamment de l'arme que tu vas utiliser, dégâts 2 ou 3, ça peut faire des très gros trous. Donc vraiment, en fait, aujourd'hui, le codex, et quand vous regardez d'autres vidéos sur Internet, est peut-être mis un petit peu en dessous au niveau des tier lists, parce que table WTC, parce que scénario et géométrie de table fait en fonction justement du déploiement, et ainsi de suite. Mais ça n'est pas une armée qu'il faut non plus sous-estimer. Non, mais clairement. Et comme tu l'as dit, on est aussi à un début de version. On rentre facilement dans les trous de la raquette en disant blessure dévastatrice, résilience idiote, destruction d'une létalité out of the moment ou autre, je vise, je tue, je vise, je tue. Là, on est sur un codex qui était peut-être plus dans la logique de ce que voulait faire Games, comme le GK, comme la Sista, en apportant une vraie complexité de réflexion et moins de no brain, T3, t'es plus là. Voilà. À voir par contre, ce qui me fait peur, c'est le scénario. C'est comment ça va s'articuler. Parce qu'en primaire, t'es pas mauvais, t'as de l'OC, mais je tiens pas. Donc faut que j'ai déjà la réflexion à T2, T3, T4. C'est comment j'envoie les vagues pour prendre les objets. Tu vois, moi je pense et les secondaires. C'est une excellente armée pour le Maelstrom. Parce qu'en fait, t'as tellement d'unités pas chères à 75 points, tu vas avoir 4, 5, 6 unités comme ça. Quart de table, facile. Hein. Là, pour le coup, oui, je pense que les cartes peuvent être rigolotes. Et surtout, c'est avoir sa bonne stratégie, sa bonne tactique pour jouer le primaire. Parce que le primaire, c'est 50 points. Et que là, clairement, tu vas aller sur un objet, mais est-ce que je vais résister sur l'objet ? Pas sûr. Donc, il faut que j'ai le trade. J'ai la 2e, 3e, 4e vague. Ou que j'ai un méga pack que je prends au centre de table. Montre une oreille, je te tue. Voilà. C'est comme ça qu'il va... Le plan ne sera pas en un tour. Il va falloir avoir un plan à 2, 3 générations. Pour reprendre les cultes. T'as vu, je t'ai pas aidé. Non, j'ai vu. Je continue ma phrase, Vous m'avez compris. Vous savez. Vous. En tout cas, un grand merci à toi, mon lol, d'être venu justement nous présenter ton Adeptus Mechanicus. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter les amis French War Game Studio et avoir du contenu en avance, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.